Bonjour à tous, aujourd'hui dans les dossiers de Mosaïque, on parle d'un thème qui vous concerne tous et qui peut sauver des vies. Comment diminuer les risques d'incendie dans une habitation? Pour en parler, 3 invités sont sur ce plateau aujourd'hui. Brice Auer, promoteur et gestionnaire de biens immobiliers. Patrick Denizan, commandant des pompiers de Sarreguemines. Philippe Thierry, agent général d'assurance. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup de votre présence. On va écouter vos précieux conseils tout de suite après la météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Flash spécial, on nous informe qu'un félin a été aperçu dans la cité faïencière. Alors il pourrait s'agir d'un léopard qui se serait échappé du zoo de Sarrebruck hier soir. Les autorités recommandent une grande vigilance de la part des habitants de Sarreguemines. Le léopard est un animal dangereux, il a été signalé du côté du parc municipal. Il est donc recommandé de ne pas sortir de chez soi. Une battue est actuellement en cours pour retrouver l'animal. Nous vous tiendrons bien entendu informés dès que nous aurons plus d'informations. Bon c'est pas tout, mais je crois qu'il va falloir que je trouve une planque ou que je rentre à la maison parce que pour demain matin ils ont prévu des brouillards givrants et des brumes matinales qui sont pas prêtes de s'en aller. Bon quoique, l'après-midi sera plutôt ensoleillé alors. Si je me trouve une petite planque, je pourrais encore me promener demain après-midi. Plutôt sympa comme idée. Demain, ils ont prévu de -1 à -5 degrés et de 5 à 8 degrés l'après-midi. En plus, on est jeudi 12 février demain et c'est la fête de mon copain Félix le chat. Je vais peut-être lui rendre visite. Et le soleil nous accompagnera de 7h42 à 17h44. Moi, je me sauve avant qu'on me retrouve. À demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval! Wallé, des señoritas. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Joël Belleno, Pierre Dutertre, Alexandra Tollet, Ingrid Van Munster, Sandra Zini, 5 céramistes contemporains racontent leur histoire de bleu. Exposition jusqu'au 15 mars 2015 au musée de la Faïence. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque dans le journal, Made in IEAC, acte 3, vient d'être inauguré au musée des techniques faïencières, l'occasion de rencontrer les artistes et leurs œuvres. Des travaux tout à fait innovants, intéressants. Nous vous proposons également un gros plan sur le groupe Resurrexit. Depuis 1 an, les jeunes musiciens préparent un concert exceptionnel à la rencontre de Robert Schumann, qu'ils donneront dimanche à l'église Saint-Nicolas. Nous avons suivi l'une des dernières répétitions.
Les incendies domestiques, on ne s'en méfie sans doute pas assez. Les chiffres sont effarants. Un Français sur 3 peut potentiellement être victime d'un incendie au cours de sa vie. Il s'en déclenche un toutes les 2 minutes en France. Et ils sont la cause de 800 décès. Et ils font aussi 10 000 blessés chaque année. Patrick Denizan, vous, c'est quelque part le cœur de votre métier. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous connaît, vous, les soldats du feu, même si ce n'est pas forcément votre activité principale d'aller éteindre des incendies. À quelle fréquence êtes-vous, ici, à la caserne de Sarreguemines, confrontés à des incendies ? Alors, on va dire que l'extinction des incendies représente la plus petite partie de notre activité, quoi. En gros, ça représente 7% de nos interventions et ça doit faire à peu près 150 à 200 annuels, quoi. Avec souvent des interventions qui n'ont pas beaucoup de conséquences. Donc, tout inclus là-dedans. D'accord, il y a aussi bien du très petit... Du très petit, feu de voiture, feu d'herbe sèche, feu d'habitation, et ainsi de suite. Et puis alors en revanche, ça prend parfois des proportions pas possibles avec des blessés et des morts. Alors en même temps, c'est les interventions qui après nous demandent en certains cas le plus de moyens. C'est-à-dire que suivant les circonstances, il faut des moyens puissants, il faut de la technique pour les circonscrire et d'éviter les dégâts. Et puis parfois carrément des renforts des casernes voisines, c'est ça ? Alors je veux dire, les renforts, je veux dire de ce côté-là, on n'a pas de souci, on a tous les renforts qu'on veut. Il suffit d'en faire la demande et de les prendre au bon endroit, quoi. Philippe Thirier, vous, en tant qu'agent général d'assurance, alors autant les gens ne sont pas obligés d'avoir une assurance habitation, autant je suppose, en tout cas on espère tous, je crois que la plupart des gens sont assurés. Est-ce que vous êtes souvent confronté à des cas d'incendie ? Alors je confirme effectivement ce que dit Patrick Denizan, à savoir que finalement dans le nombre de sinistres qu'on déclare au courant de l'année dans un cabinet d'assurance comme le mien, le nombre d'incendies n'est pas si fréquent que ça, en sachant qu'il y a évidemment des sinistres qui sont plus ou moins importants. Alors dans des cas exceptionnels, des sinistres très graves, ce que citait M. Denizan tout à l'heure, mais aussi des sinistres de très faible gravité, comme des débuts d'incendie qui ont été circonscrits assez rapidement, etc., avec des noircissures d'une pièce, etc., une bougie qui a mis le feu à la couronne de l'avant. Voilà, donc des petits sinistres sans grandes conséquences. Les gros sinistres sont quand même relativement rares, c'est vrai. Et puis sachant aussi, du coup, je suppose que les dégâts, il y a une partie sont les flammes proprement dites, une partie les fumées, une partie aussi parfois l'eau déversée par les pompiers, ça doit faire des dégâts aussi dans une habitation. Ça, effectivement. Alors ça rentre, tout cela rentre dans ce qu'on appelle le sinistre incendie. Évidemment, le dégât d'eau qui suit l'incendie et qui est provoqué par le travail des pompiers, qui est tout à fait normal, hein. Ce dégât d'eau rentre dans la garantie incendie et fait partie des indemnisations que nous apporterons au moment du règlement du sinistre incendie, bien sûr. D'accord. Alors on va essayer de voir au fil et à mesure de cette émission comment on peut limiter les risques, comment on peut essayer d'avoir le moins possible de départ de feu. Moi, il y a un premier chiffre qui m'est apparu en faisant des recherches pour préparer cette émission, c'est un incendie sur 4 est déclenché par un accident électrique. Je vous propose qu'on en parle dans un instant, juste après ce reportage de Guillaume Dumonteil. Sébastien Cordier travaille sur ce chantier de rénovation d'une maison d'habitation. Il est électricien et refait intégralement le réseau électrique. Les propriétaires ont opté pour cette solution dans une logique de confort et de sécurité. Ils veulent disposer de nombreuses prises électriques pour brancher aisément les équipements qu'ils souhaitent utiliser. Ils désirent également se prémunir au maximum des incidents électriques qui, dans certaines circonstances, peuvent provoquer des incendies. C'est d'ailleurs l'origine de 25% des feux touchant les habitations. Le travail de Sébastien Cordier répond à plusieurs règles. En voici une que l'on peut découvrir en regardant le tableau électrique. Mettre un différentiel à chaque tête de ligne et faire en sorte que les éléments nécessitant une puissance électrique importante, la vaisselle, lave-linge, plaque de cuisson, soient protégés par un disjoncteur unique. Il faut également que 8 prises maximum soient reliées à un disjoncteur. Les disjoncteurs servent à interrompre les courts-circuits. Autre règle à respecter pour éviter les incidents électriques, chaque élément doit être raccordé à la terre et il ne faut pas surcharger les multiprises. La foudre peut également être à l'origine des incendies.
Il est difficile d'énumérer toutes les causes électriques pouvant mettre le feu à une maison. Dans ce reportage, nous vous en avons présenté quelques-unes parmi les plus fréquentes. Brice Auer, en termes de construction, mais aussi de rénovation, quelles sont les normes, quelles sont les obligations ? Alors effectivement, dans maison d'habitation, il faut bien savoir qu'en France, chaque cas de construction est réglementé. On ne construira pas de la même chose un bâtiment recevant du public, un bâtiment collectif d'une maison d'habitation. En maison d'habitation, ce qui nous concerne, les réglementations en maison neuve sont la réglementation d'avoir un caligaz, quand on a une alimentation gaz, au niveau de la chaudière. La norme électrique, telle qu'on l'a vu dans le reportage, la NFC 1500, qui correspond à une adaptation maintenant de l'usage de l'électricité. C'est vrai qu'anciennement, on avait effectivement des appareils qui ne nécessitaient pas beaucoup d'électricité. Aujourd'hui, c'est totalement différent. On a des télévisions, on a des micro-ondes, des fours, etc. Plaques de cuisson électriques. Donc, on arrive à un changement effectivement d'habitude. Donc, du coup, à une adaptation au niveau de l'électricité. Quand on a dans la maison d'habitation une cheminée, il y a des réglementations en termes de conduit d'évacuation. Bon, voilà. Ensuite, ce sont les seuls, en termes de partie habitation. Il n'y a rien d'autre qui est imposé. Souvent, c'est fait par bon sens, effectivement. On a des pièces qui sont à risque, genre chaufferie, etc. On conseille effectivement de mettre des portes coupe-feu, mais il n'y a rien qui nous oblige effectivement à le faire dans la réglementation et il n'y a pas de contrôle a posteriori, ce qui laisse du coup un flou artistique alors qu'il pourrait y avoir un minimum de réglementation. Alors justement, question à tous les trois, est-ce que vous pensez qu'il faudrait légiférer, qu'il faudrait réglementer davantage pour les particuliers au niveau de leurs habitations ? Écoutez, si on prend une comparaison par rapport à l'assurance automobile, qui est obligatoire depuis 1958 en France, il n'y a effectivement aucune obligation d'assurance en matière de contrat d'habitation, alors que les personnes peuvent évidemment perdre leurs biens qui leur appartiennent, c'est une chose, mais ils peuvent également causer des dégâts aux personnes alentours, aux tiers, aux propriétaires de l'immeuble dans lequel ils sont locataires, par exemple. Et c'est vrai qu'il est aberrant de ne pas avoir de couverture d'assurance parce que les dégâts, là, peuvent se monter, dans des cas importants, peuvent se monter à plusieurs millions d'euros, quoi. Moi, je pense que les normes ne sont pas si mal faites que ça. Les principales, comme disait Brice Auer, concernent l'électricité, le gaz, le chauffage. Pour le reste, les normes ne pourraient que concerner, si vous voulez, la partie décoration. Et que je pense qu'elle serait bien trop contraignante pour être appliquée. Et c'est pas là que le feu démarre, quoi. Ce qu'il faut à tout prix, c'est éviter que le feu démarre. Après, les normes, si vous voulez, pour votre canapé, pour vos tapisseries et tout ça, je pense que les dames ne seraient peut-être pas toujours contentes si elles devaient appliquer la même chose que dans les ERP. Voilà. Donc voilà, le gros conseil, c'est respecter vos installations techniques, faites-les vérifier et après avoir un minimum de bon sens. Alors, autre chose aussi à vérifier, parce qu'on a beaucoup parlé des origines électriques, mais il y a aussi les départs de feu qui sont causés par des cheminées mal entretenues. On va en parler tout de suite après ce reportage de Jean Birkel. Voir indicateur température, HS, et puis dans le couloir, là juste en bas, il y a un radiateur. Chauffer une habitation, c'est aussi et surtout garantir une installation en bon état de marche. Et pour cause, les risques sont multiples lorsque l'on se trouve en présence de chaudières à gaz, au fioul, au bois ou au charbon. À commencer par l'obstruction des conduits ou le feu de cheminée, c'est surtout vrai avec des matériaux solides. En ce qui concerne les risques, les dangers, il y a donc le fameux goudronnage des conduits de cheminée qui donne des feux de cheminée, ou bien lorsqu'il y a des refroidissements intempestifs au niveau du conduit de cheminée en lui-même, à ce moment-là, on a un phénomène de goudronnage qui se forme et c'est ce goudron qui s'enflamme. Qui s'enflamme d'ailleurs à des températures très basses. À 160 degrés, ce goudron s'enflamme. Un tel phénomène de goudronnage ou bistrage d'une cheminée se produit plus rarement avec du fioul lorsque la chaudière est mal réglée. Il apparaît en revanche régulièrement avec du bois de chauffage. Ça peut aller très vite, Il suffit que l'on ait
un bois qui soit humide. Et si on le brûle au ralenti, ce bois humide, en l'espace d'un mois, on peut obstruer complètement un conduit de cheminée. Mais en principe, un tel phénomène ne se produit pas si les installations sont vérifiées régulièrement, d'après le règlement sanitaire départemental qui s'appuie sur un arrêté ministériel daté du 23 février 2009. Les appareils de chauffage à combustible solide doivent être vérifiés et ramonés 2 fois l'an, dont une fois en période d'utilisation. Pour les combustibles gazeux, le règlement indique un ramonage 1 fois l'an. Pour les logements collectifs, ces opérations sont à l'initiative du propriétaire ou du syndic. Outre la vérification et l'entretien des conduits, le ramoneur a aussi un devoir de conseil et peut donner son avis. Il peut également assurer l'entretien des appareils de chauffe comme les chaudières. Si tel est le cas, il réalisera une analyse de combustion de l'appareillage pour observer son rendement, mais également une mesure du CO2 ambiant. En principe, il adresse au particulier un certificat de ramonage en fin de procédure où il note ses observations que le particulier peut choisir de suivre ou non à ses risques et périls. Patrick Denizan, des départs de feu causés par des cheminées mal entretenues, c'est courant, ça fait quel type de dégâts ? Alors, c'est peut-être le nombre d'incendies qu'on le retrouve le plus souvent. C'est courant surtout en période de chauffe, c'est-à-dire la période actuelle. Alors, les risques sont de 2 sortes, c'est-à-dire une propagation d'un incendie souvent aux charpentes, dans le cas où la cheminée est fissurée, mais également un risque très important d'intoxication au monoxyde de carbone. D'accord. Les incendies, ça a aussi un coût. Alors un coût qui est répercuté sur les assureurs, un coût aussi pour les propriétaires. J'ai trouvé comme chiffre que ça s'élèverait en France à environ 1,3 milliard d'euros, que ce serait un coût supérieur de 160% à celui engendré par les vols et de 30% à celui provoqué par les dégâts des eaux. Alors évidemment, je me tourne vers vous, Philippe Thierry, en tant qu'agent général d'assurance, vous en dites quoi de ces chiffres ? C'est vrai que le sinistre incendie génère effectivement un coût important par rapport aux autres sinistres qu'on peut avoir. Vos chiffres sont exacts, c'est tout à fait vrai. Mais je voudrais juste revenir quelques secondes sur ce que disait le commandant Denizan, à savoir sur les feux de cheminée. Je me permets d'insister sur l'installation des inserts qu'on installe dans les cheminées existantes. Les inserts sont un phénomène très à la mode. C'est très beau, c'est propre quand ça marche bien. Le seul problème, c'est que l'insert génère des températures beaucoup plus élevées qu'une cheminée normale. Ce qui fait que souvent, ces inserts étant installés dans des cheminées qui existaient déjà avant, dans des conduits d'évacuation qui existaient déjà avant, ces inserts vont faire surchauffer ce conduit qui n'est absolument pas adapté aux températures. Et notamment à ce qu'on appelle l'écart au feu, c'est-à-dire que le conduit de cheminée traverse les charpentes ou la dalle qui est quelquefois en bois, et il n'y a pas de distance suffisante entre le conduit et la poutre, ce qui fait que la grande chaleur qu'on retrouve dans l'insert, elle va se propager et va mettre le feu effectivement au bois autour. Petite précision aussi, on parlait du ramonage. Le ramonage, c'est très important, notamment pour cela, et c'est notamment très important aussi dans le nord-est, chez nous, parce qu'on utilise beaucoup de bois résineux. Ça favorise aussi le fameux goudronnage que disait la personne dans le reportage. Donc ramonage très important, 2 fois par an, oui. En sachant que le ramonage chimique avec les fameuses bûches chimiques n'a aucun intérêt et est tout à fait inefficace. Donc il faut ramoner avec le bon vieux hérisson. Il faut faire ça de façon très professionnelle par des spécialistes. Brice Auer, vous faites comment, vous, parce que vous avez aussi un parc locatif, vous gérez comment? Vous imposez des choses? Vous faites quoi? Alors, il y a des choses qui sont obligatoires, effectivement. Quand on a des cheminées, c'est le cas dans le secteur de Beach, on a des logements là-bas. Donc, en tant que propriétaire et gestionnaire, on s'occupe en amont de faire respecter ces réglementations. Donc, on prend en charge, nous, le ramonage, l'entretien de la chaudière gaz et les vérifications électriques qu'on impute après dans les charges. Mais du coup, au moins, vous êtes sûr que c'est fait? Parce que la plupart des propriétaires ne fonctionnent pas comme ça. Non, alors que ça serait... laisser la place aux locataires, souvent il y a un problème de tarif, ils ne savent pas forcément gérer. Nous, on arrive à gérer effectivement un prix sur un ensemble, un parc immobilier qui est plus important. On est sûr que ça soit fait, on transmet ça effectivement aux assurances pour que tout le monde soit couvert.
vrai que les assurances, c'est bien tant qu'on ne l'utilise pas. Parfait. Le jour où on en a besoin, effectivement, on est très à cheval effectivement, sur les réglementations. Donc nous, en tant que propriétaire et gestionnaire de biens, on s'occupe en amont d'effectuer ces réglementations-là et ces vérifications. Puis l'idéal, c'est quand même d'être assuré juste pour être assuré, mais de ne pas en avoir besoin finalement. Oui, c'est surtout ça. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a une vraie différence là qui arrive très bientôt, à partir du mois de mars. C'est l'obligation d'installer dans toutes les habitations des détecteurs de fumée. Alors là, forcément, je me tourne vers vous, vers le pompier, vers le soldat du feu. Dites-nous, ça fonctionne comment ? Alors, le détecteur de fumée est un appareil tel que vous le voyez, que vous accrochez en partie haute de votre appartement, au plafond ou alors au mur, voilà, mais en partie haute, et qui, quand il y a de la fumée, très sensible, se déclenche. Donc, alors, on a il vous enregistré alertera. le son, on va écouter le son quand il y a de la fumée. Quelle est la sonnerie qui retentit ? Voilà, là, elle était gentille, là. D'accord. Parce que le bruit est beaucoup plus strident et plus lent et il ne s'arrête pas. Alors, on n'a pas monté le son trop fort pour ne pas abîmer les micros ni les tympans de nos téléspectateurs, mais sachez que c'est ce bruit-là, en plus intense, en plus fort. Voilà. Alors, le pourquoi du détecteur de fumée, il faut savoir qu'en France, en moyenne, on a tous les ans 300 décès, dont 70% la nuit. Et pourquoi la nuit ? C'est tout simplement parce que les gens dorment. Donc, le but principal du détecteur de fumée, c'est de réveiller les gens la nuit. Donc, c'est ce qui implique son emplacement. Donc, la réglementation dit qu'il en faut un par appartement, mais il faut prévoir un par niveau, on va dire. Un par étage. Un par étage. D'accord. Et comment on doit faire, parce qu'il y a des gens qui fument, y compris chez eux, y compris à l'intérieur. Comment font-ils pour avoir un détecteur de fumée ? Est-ce que c'est sensible à la fumée de cigarette ? Alors, l'appareil est sensible, mais pas forcément à la fumée de cigarette. De temps en temps, il faut quand même ventiler votre pièce. Alors, en même temps, il y a des endroits où on ne le mettra pas. On ne le mettra pas dans la cuisine, on ne le mettra pas dans la salle de bain. Par contre, comme je vous disais, on le met dans les couloirs qui mènent aux chambres. C'est ça qui est important. Il faut qu'il vous réveille. Dans la journée, il a un peu moins d'intérêt. Bien sûr, parce que dans la journée, on s'en rend compte. Alors, petite mise en garde aussi, on va peut-être vous éviter des interventions inutiles. On va préciser à nos téléspectateurs qu'il y a aussi une sonnerie différente quand c'est simplement un problème de pile. Votre appareil vous prévient qu'il faut changer les piles. Donc n'appelez pas les pompiers quand vous entendez cette sonnerie-là. Alors c'est une sonnerie qui se reproduit environ toutes les 2 minutes, donc c'est vraiment pas... voilà, c'est ce son-là, toutes les 2 minutes à peu près. Donc quand vous l'entendez... Pas d'affolement, pas de panique, on ne sort pas de la maison et surtout on n'appelle pas les pompiers, on change juste la pile. On est bien d'accord ? Tout à fait. Ok. Ces détecteurs, on peut se poser la question aussi, moi en tout cas je vous la pose, c'est obligatoire maintenant partout à partir du mois de mars dans les habitations et puis finalement on se rend compte si on regarde juste à côté, les ERP, les établissements recevant du public, eux ils ont une obligation différente qui est d'avoir systématiquement un extincteur. Alors, un extincteur, ça sert à quoi ? Ça fonctionne comment ? Est-ce que ça serait judicieux ou pas de l'imposer aussi dans toutes les habitations ? Alors, à l'heure actuelle, l'extincteur n'est pas imposé dans les habitations individuelles. Dans les collectifs, ça l'est dans les parties communes. Alors, l'extincteur sert à éviter ou à éteindre les débuts d'incendie. Alors, l'extincteur, c'est pareil. Quand vous l'achetez, il faut acheter le bon extincteur pour mettre au bon endroit. C'est-à-dire que l'extincteur, vous allez le choisir en fonction du risque. Dans votre appartement, par exemple, vous allez mettre un extincteur à eau pulvérisée. Dans votre chaufferie, dans le garage, un extincteur à poudre. Et pour les parties électroniques et sensibles, un extincteur au CO2. Mais est-ce que vous le préconisez réellement, y compris pour les particuliers ? Parce que d'abord, ça coûte de les acheter, mais il y a aussi l'aspect de les entretenir. Tout à fait. Ils ne fonctionnent pas ad vitam aeternam. Voilà, tout à fait. Un extincteur doit être vérifié annuellement et qui doit avoir un coût dans les 70-80 euros. Après, voilà, c'est comme l'assurance, il faut assumer le risque, mais c'est ce qui est le plus efficace pour combattre un début d'incendie. Alors, en parlant coût, je crois qu'il faut être attentif également au coût on n'en a pas parlé, du détecteur de fumée.
Hein, alors, il faut savoir que, allez, entre 10 et 15 euros, vous devrez vous en sortir. Ça s'achète dans tous les bons magasins de bricolage ou dans les hypermarchés. Pour les fixer, c'est très simple. Il y a 1 ou 2 chevilles et vis souvent prévues avec. Et que, voilà, attention à l'arnaque qui risque de vous tomber dessus. Donc ne vous faites pas avoir. Attention aussi si les petits malins se lançaient maintenant dans du porte-à-porte ou dans des opérations de ce type. Je voudrais qu'on termine comme mot de la fin avec vos conseils. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Alors, je me tourne peut-être vers vous en premier, Brice Auer, déjà au moment de la construction et de l'installation. Voilà, on construit, on s'installe chez soi. Qu'est-ce que vous préconisez? Déjà, avoir affaire à des professionnels. Tout simplement. Ne pas bricoler chacun seul dans son coin le dimanche? Alors effectivement, des gens construisent eux-mêmes, pas de souci. Simplement qu'ils demandent au moins à un moment donné conseil à des gens qui sont sur place, des entreprises locales qui sont là depuis longtemps. Hein, simplement ça. Travailler avec bon sens. Effectivement, cet élément vient là. Alors pareil, les détecteurs, bien évidemment, il faut changer les piles aussi. Parce que quand on parle de prix, il y a des détecteurs qui tiennent 1 année, 5 ans, 10 ans. Donc peut-être privilégier des détecteurs qui tiennent peut-être un peu plus longtemps, sinon ça risque de biper tous les 8 ou 9 mois. Et après, tout simplement, là, c'est du bon sens. La prévention se fait par la personne. Faites attention aux usages de tous vos sèche-cheveux, aux grippins, des choses comme ça. Et alors pour l'ancien, parce qu'autant il y a quand même une petite réglementation dans le neuf, autant dans l'ancien, il n'y en a pas du tout. Donc ça... Le point d'orgue, je pense que le point d'orgue, c'est vraiment l'électricité, effectivement. Des matériaux, enfin les usages d'électronique qui n'est pas adaptés forcément des tableaux électriques anciens, ça je pense, un seul conseil, enfin si vraiment il y a quelque chose à privilégier, c'est ça, de se faire assister par un électricien. Déjà, il y a souvent des petites défaillances. Après, tout ce qui est contrôle de gaz, etc., c'est obligatoire, et cheminée également. Patrick Denizan, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter pour compléter ces conseils, mais rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission? C'était tout à fait complet dans ce qu'il disait, et après c'est du bon sens. Il faut être vigilant avec du bon sens, et pas hésiter à vouloir combattre trop l'incendie. Nous appeler en priorité, on préfère se déplacer et revenir et vous ayez été en feu que d'arriver trop tard. Donc on n'hésite pas, si on sent que quelque part il y a un mur qui commence à être chaud, ou s'il y a une odeur n'hésitez pas, ne prenez pas de risque. Voilà. D'accord, parce que parfois le feu couve et ne se déclenche pas, et en tout cas n'est pas visible tout de suite. Philippe Thierry, quel conseil pour finir cette émission donneriez-vous à nos téléspectateurs? Eh bien, la conclusion qu'on peut tirer de notre petite intervention d'aujourd'hui, c'est de dire que vous avez les moyens de protection incendie, les extincteurs, les détecteurs de fumée, mais avant les moyens de protection d'incendie, il y a les moyens de prévention. Donc je confirme ce que disait Brice tout à l'heure, je confirme ce que disait M. Denizan. Ayez des appareils qui soient aux normes, faites travailler les professionnels, n'installez pas des inserts au hasard et sans connaître ce métier. C'est vraiment un métier de pro, etc. Et faites attention aux appareils que vous achetez. Ensuite, pour la protection incendie, que ce soit des extincteurs ou que ce soit les détecteurs de fumée, il faut que ce soit des appareils normés qui sont normes CE, normes françaises, etc. Notamment les détecteurs en incendie, il y a une norme bien précise, c'est la norme 14604, c'est ces extincteurs-là qu'il faut acheter. Petite précision aussi, il en existe donc à piles qui tiennent 1 an, il en existe au lithium qui vont jusqu'à 10 ans. 10 ans, c'est la durée de vie, du détecteur. Donc, au bout de 10 ans, on ne change pas de pile, on jette l'extincteur, on jette le détecteur. Voilà. Et conseil, quand on n'a plus le temps. Donc, pour le reste des conseils, on va demander aux gens de s'adresser à vous. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir participé. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée à tous. À bientôt.